Salut les oreilles, comment ça va tout le monde? Alors, comme vous le voyez, il n'y a pas ma tête, c'est parce que qui dit de retour et refaire des trucs dit changement un petit peu de format pour correspondre un peu plus à ce que j'ai envie de faire dernièrement. Donc voilà, ça va être un peu plus en mode podcast que vous allez avoir cet épisode et puis on verra si ça vous plaît et puis si on continue par la suite dans ce genre de format. Allez, on y va! Salut les oreilles, ça va? Vous avez la pêche? Quoi? La chanson que je viens de mettre au début là? Ouais, je suis sûr qu'elle vous dit quelque chose. Enfin, elle vous dit sûrement ça en fait. Ah bah oui, là ça va mieux. Ah, vous avez eu peur que je vous mette un vieux plagiat pourri pour commencer la vidéo. Un vieux plagiat pourri. Oh là 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 là. Bon allez, aujourd'hui les oreilles, on va aborder un petit point étrange mais ô combien vieux dans le sujet des arts, et notamment celui de la musique, c'est celui de la reprise et du plagiat. La reprise et le plagiat. Ah, ça fout un petit peu les boules, hein. Ouais, et c'est vrai que dans l'univers des arts, tout est fait pour nous emmener à penser que le plagiat, c'est le pire crime de l'univers, hein. Voilà, j'ouvre internet et je vois comme ça des articles vite faits avec le mot plagiat, Calogero condamné pour plagiat, Gainsbourg de l'emprunt musical au plagiat, John Williams, la musique de Star Wars est un mythe et aussi un énorme plagiat, les artistes obligés de composer, la lambada derrière se cachait un plagiat, top 10 des plus gros plagiats musicaux, blablabla, bref. Le mot plagiat, il nous sort de la gueule aussi rapidement et facilement dès l'instant où quelque chose ressemble à autre chose. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment au fond? Alors on va faire d'abord un petit détour étymologique. Même si on atteste le mot plagiat en français dès 1697, ce n'est qu'au début des années 1800 que le verbe plagier s'impose réellement en fait en français. Il vient du verbe latin plagiare, qui lui-même est issu du mot plagiarus, qui désignait un revendeur ou un receleur d'esclaves. Voilà, c'est vous dire si la connotation de base, elle est déjà pas bien lourde, hein. On a donc un mot qui désigne celui de l'acte de voler, et de s'accaparer le bien d'autrui, et pas qu'un petit bien, de la vie, du vivant. Réellement le travail d'un faussaire. Et d'une personne qui essaye de s'accaparer non pas seulement l'œuvre d'un autre, mais aussi la renommée et le crédit qui va avec. Et c'est qu'au début du XVIIIe siècle d'ailleurs que le délit de plagiat entre dans sa forme comme nous l'entendons. Et surtout principalement dans le domaine de la littérature. Ouais, les écrivains, ils commencent à pouvoir vivre de leur boulot sans qu'émander les mécénats à rallonge, et je comprends que ça puisse briser les burnes de certains de se faire piquer leur gagne-pain. Mais avant ça, la copie n'était pas tant dans ce genre de problème. En fait, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, la tradition était surtout orale. Et il fallait justement, à l'inverse, copier à mort pour faire passer les idées et les histoires aux autres. D'ailleurs, quand on faisait des copies écrites, un grand nombre d'entre elles n'étaient pas signées. C'était difficile de dire qui était le propriétaire quand on l'avait dans les mains. Bon, alors ça c'est la littérature, mais la musique dans tout ça. Et jusqu'au milieu, voire la fin des années 1800, les affaires de plagiat dans la musique, ils sont très rares. Tellement rares que souvent ces litiges sont réglés par des personnes de pouvoir et d'influence, comme des rois ou de la noblesse, ce qui facilite pas la traçabilité des conflits dans le monde de la justice. De nos jours, le plagiat, outre sa faute morale, est condamnable au pénal. Enfin, pas vraiment le plagiat en particulier, puisque le plagiat est un terme qui n'existe pas dans le droit français. Ouais, le terme légal que vous trouverez, c'est de la contrefaçon, comme défini dans l'article 335.3 du Code de la propriété intellectuelle, qui nous dit que toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits d'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. En gros, une œuvre utilisée sans l'autorisation des ayants droit constitue une contrefaçon. Bon, alors du coup, le Ten Tailed Love que j'ai mis au tout début, qui a eu l'autorisation de faire la musique ? Là c'est marrant en fait qu'on se pose la question parce qu'en fait la chanson du début était une reprise. Eh ouais. Alors définir ce qui est ou non un plagiat dans le monde de la musique, c'est une marotte assez amusante et très compliquée. Vraiment extrêmement compliquée. Prenons un exemple. Prenons Postmodern Jukebox qui fait une reprise de Lady Gaga. Est-ce que c'est du plagiat ? Les enfoirés font une reprise de Status Quo, est-ce que c'est du plagiat? Quand les Beatles jouent Twist and Shout, qui est une reprise des Isley Brothers.
lui-même est inspiré de la bamba, est-ce que c'est du plagiat? Enfin, surtout, ou comment, où est la limite? La musique, elle a dans son ADN depuis toujours une notion de répétition, de passation, de redite entre les artistes. Bien qu'on retrouve des traces dans l'Antiquité d'un système physique de notation musicale, ce système, sa véritable explosion et son utilisation intensive n'arrivent que sur le Moyen-Âge tardif. Et c'est surtout son utilisation en dehors des cercles réservés au clergé. Avant cela, pendant ce temps, la transmission musicale se faisait oralement, d'une personne à l'autre. Il était donc difficile, voire impensable, pour un artiste originel d'imaginer d'être le seul à interpréter sa musique, à interpréter sa création. Du coup, il n'aurait pas d'explosion et pas de transmission. Depuis toujours, d'autres artistes reprennent les créations des autres pour les transmettre à de nouvelles personnes. Bon, tout cela a commencé à se poser à partir de 1473. Grâce à l'invention récente de l'imprimerie, ça permet désormais de transmettre des partitions au plus grand nombre, avec une masse jamais égalée. C'est en 1476 que sort par exemple le Missale Romanum, qui est le premier texte musical totalement imprimé à Rome avec l'imprimerie. La technique est celle du double tirage, on imprimait d'abord les portées qui étaient en rouge, puis les notes par-dessus qui étaient en noir. Puis cela s'est confirmé depuis le début de l'ère baroque, avec l'émergence de l'idée de la propriété intellectuelle. Les compositeurs commencent donc à signer toutes leurs œuvres, à tout écrire et à faire imprimer des livrets qui contiennent certaines de leurs œuvres. Du coup, on se retrouve avec d'un côté une pratique savante qui prônait la propriété intellectuelle, et une pratique populaire qui était restée sur la simple pratique de la musique, qui se rejoignent par le biais de la disponibilité des partitions grâce à l'imprimerie. Cela devient donc plus facile pour les compositeurs de transmettre leurs œuvres, et à l'inverse, de lire celles des autres. Alors comprenez qu'il devient tout aussi facile de se faire piquer ses œuvres, et à l'inverse, de se faire influencer par celles des autres. C'est ce qui arrivera par exemple probablement à Mozart pour son Requiem Confutatis Maledictis, où l'orchestration douce centrale semble émerger du Sinfonia Venezia de Pasquale Anfossi, qui a été composé 16 ans plus tôt. Il viendrait simplement à l'idée de personne de traiter Mozart de plagieur simplement parce qu'il a entendu une musique ou lu un texte et qu'il a eu une inspiration qui y ressemble. Bon, on va séparer un peu nos idées et classer nos termes. Déjà, il nous viendrait pas à l'idée de traiter les musiciens jouant d'un morceau de Mozart sous la direction de Mozart lui-même de plagieurs, ça ne veut rien dire. On dit que ces musiciens sont des interprètes. Ils jouent une musique non composée par eux, qu'ils jouent à l'identique de la partition. C'est toujours le cas aujourd'hui avec tous les orchestres qui interprètent du Mozart ou n'importe quel autre compositeur. Ils prennent la partition et ils la jouent. On parle pas vraiment de reprise, on parle pas vraiment de plagiat, on parle d'interprétation. Principalement, il n'y a pas de notion de composition dans le travail réalisé par les musiciens. On prend la partition, on la joue, point barre. C'est pour ça qu'on va parler d'interprétation et pas d'autre chose. Mais du coup, à quel moment on va parler de reprise? Ou de cover en anglo-saxon, si vous avez déjà entendu le terme? En fait, on va avoir plusieurs styles de reprise. On va avoir les reprises stricto sensu, où on reprend la musique telle qu'elle sans en changer la mélodie et les paroles. C'est ce que les gens entendent souvent quand on parle de reprise. On retrouve cette technique très souvent, très régulièrement même, dans les fameux tubes de l'été, où c'est des reprises qui coûtent moins cher à produire que de ressortir l'œuvre originale, genre la Macarena. Mais attendez, est-ce que je viens pas dire que c'était de l'interprétation, jouer tout bêtement l'œuvre originale? Alors la petite différence, c'est que ces reprises vont subir très régulièrement ce qu'on appelle un arrangement. En musique, l'arrangement c'est un travail très proche de la composition car il va consister à remanier un morceau original pour en modifier certaines parties. Ici, dans ce genre de reprise de l'été, ça sera pour qu'il puisse être joué par une formation différente de celle d'origine. Voilà, par exemple, quand Patrick Ronda interprète les 4 saisons de Vivaldi avec son groupe de rock, on s'attend pas vraiment à retrouver l'entièreté de l'orchestration symphonique de Vivaldi, mais on se retrouve quand même à retrouver les impacts et les lignes originelles.
Patrick Ronda a arrangé le morceau originel, et il en a proposé ce qu'on appelle une reprise. Bon, je vous avouerai, des fois l'arrangement il est tellement mineur qu'on se demande s'il y a réellement eu un changement, mais là-dessus, s'il n'y a pas de tromperie sur le fait qu'il s'agisse d'une reprise, c'est-à-dire qu'on dit clairement que la chanson n'est pas un matériel original, et s'il y a un accord avec l'artiste d'origine, souvent ça passe. On va ensuite avoir des reprises de type adaptation. En gros, l'arrangement il va commencer à toucher au cœur de la musique d'origine. C'est-à-dire que nous aurons des adaptations musicales où on va arranger la mélodie. C'est le cas, comme on a vu juste avant, avec les Beatles qui jouent Twist and Shout. Les Beatles, ils ont proposé une reprise stricto sensu de la version des Isley Brothers. Mais à l'origine, Burt Russell, qui avait écrit la chanson pour les Isley Brothers, lui, s'était inspiré du folklore mexicain en adaptant un morceau de la chanson La Bamba pour en faire l'élément principal de sa musique. Voilà, il n'a pas repris toute la chanson La Bamba, il a repris juste un élément précis pour l'arranger dans une nouvelle chanson. On parlera ici d'adaptation, parce que le matériel d'origine est modifié, il est emprunté, il est déformé pour constituer une partie d'une nouvelle œuvre. Et plus loin, nous aurons les adaptations textuelles, où cette fois c'est le texte qui est modifié. C'est une pratique qui a été très courante dans les années 50 à 70. Par exemple, la chanson My Way, eh ben, c'est l'adaptation de la chanson française Comme d'habitude de Claude François. I plan each charted course, each careful step along the byway. J'ai froid, je relève mon col comme d'habitude. Et puis bien sûr, on a les adaptations parodiques qui constituent à garder la musique mais raconter des bêtises par-dessus. Bon, à ce point-là, faisons un petit résumé rapide. Nous avons donc des interprétations où le morceau originel est joué tel quel, nous avons des reprises qui peuvent contenir des arrangements, soit dans la formation, soit dans la musique, soit dans le texte. Bon. Mais maintenant qu'on a vu tout ça, où est-ce qu'on trace la ligne avec le plagiat? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Techniquement, toute chanson peut être reprise librement et sans autorisation, selon certaines conditions. Si les auteurs-compositeurs sont mentionnés dans les crédits, c'est-à-dire qu'on cache pas le fait qu'il s'agisse d'une reprise d'un autre artiste, si l'œuvre est interprétée de manière conforme à la version originale du titre sans modification du texte ou de la composition. Mais du coup c'est bizarre pour les arrangements. Et si les droits sont acquittés et reversés aux auteurs-compositeurs via la SACEM en France. En gros, l'interprète, il n'aura pas de droit sur la reprise qu'il joue. C'est bizarre un peu, hein, ces trois conditions, elles ont l'air de pas aller ensemble. Mais tout ça c'est de manière légale, hein. Il est très difficile encore aujourd'hui de tracer une ligne claire et définie, en fait, sur ce qui est la reprise et le plagiat. Car la composition, c'est un art et une science complexe, et de nombreuses questions légales se heurtent à cela. À partir de combien de modifications une adaptation est considérée comme une nouvelle œuvre? Si je fais une reprise d'une autre adaptation, qui a été reprise encore d'un autre morceau, qui lui est libre de droit, à qui j'envoie les droits d'auteur? Si j'utilise les mêmes notes qu'un autre mec, mais dans un autre sens, est-ce que ça compte? Alors c'est pour ça souvent les affaires de plagiat musicaux ça défraye la chronique parce que outre les actions délibérément malhonnêtes de tromperie sur l'œuvre, de quelqu'un qui volerait toute une chanson et qui affirmerait en être l'auteur, ou quelqu'un qui ment clairement sur le fait que l'origine de son œuvre c'est une reprise, et ben ça devient très difficile pour un juge de juger ou non si le compositeur il a ou pas consciemment composé la même chanson à l'identique. Moi-même ça m'est déjà arrivé de composer une chanson que je pensais originale, mais quand je réécoute, finalement, je me rends compte que sans faire gaffe, j'ai été influencé par un autre morceau que j'avais complètement oublié, et que du coup, j'ai fait un plagiat. Ou une reprise. Enfin, je sais pas. Dans toute cette histoire, il faut regarder une œuvre, et l'histoire de la musique dans sa globalité. John Williams, il s'est en effet beaucoup inspiré de musique qu'il écoute. Et en même temps, est-ce que c'est pas à partir de ces musiques qu'il a écoutées qu'il a créé son propre univers musical, qui est désormais si célèbre? Nous sommes tous influencés par la musique que nous écoutons, elle constitue les bases de notre univers et de notre imagination sonore. Et créer quelque chose qui ressemble n'en fait pas un plagiat pour autant. Et pourtant, tout ça, ça doit pas empêcher le travail de libre adaptation, parce qu'il permet à une musique de vivre à travers sa passation. La passation d'un style à l'autre, d'un groupe à un autre, d'une orchestration à un autre, d'un genre à l'autre. Et même si les auteurs-compositeurs, et en très grande majorité surtout les labels de l'industrie musicale, ont des doutes sur ou non les reprises des œuvres qu'ils possèdent, ou ont des doutes à laisser la largeur des adaptations libres en craignant des dérives appliquées qui permettraient de restreindre la transmission d'une œuvre artistique,
alors que ça soit justifié ou non. Hein. Bon attention, je suis pas en train de vous dire que désormais il faut voler les idées des autres. Hein. Je vous demande de vous inspirer, qu'adapter, arranger, que toutes ces démarches, elles ont toujours été utiles à l'évolution de la musique. D'ailleurs, dans le monde du blues et du jazz, aujourd'hui, et déjà à l'époque, des morceaux dont on s'est énormément inspiré, on appelait ça des standards, et ça ne gênait personne. Et ça choque personne qu'aujourd'hui un groupe de jazz reprenne un standard sans forcément le jouer la carte du plagiat. Il y a même des fois des artistes qui vous proposent des versions différentes de leur propre musique, hein. Il y a plein d'artistes qui réécrivent leurs propres chansons avec d'autres formes d'orchestration. Le plagiat, c'est un souci évidemment, hein. C'est un souci qui est porté relativement récemment, hein, il y a moins de 200 ans, par un système de création et de propriété intellectuelle qui est de plus en plus restrictif. Dans un monde où, pour un artiste, il est encore toujours et compliqué, voire extrêmement compliqué, de vivre de son art pleinement, on se pose la question de savoir comment taxer le plagiat, à quel niveau on va laisser de la liberté sur la reprise, et comment un artiste peut arriver à vivre de la globalité de ce système. Et surtout, ceux qui vont vous embêter, ça va être l'industrie musicale qui va essayer de savoir comment elle peut en retirer de l'argent de ce système. La musique est un éternel recommencement, de copies, de réarrangements, hein, ça a toujours été comme ça. Mais du coup, la question du plagiat doit-elle autant occuper notre esprit de simple auditeur ? Alors je vais vous laisser avec cette question, vous nous proposez vos visions du sujet en commentaire, et on en parlera soit dans un live, soit dans un prochain épisode du SAV en petit retour tweak, qui permettra de voir un petit peu ce que tout le monde peut penser. Et j'espère que ce nouveau format vous aura plu, même s'il est un peu plus audio que les anciens. Et n'hésitez pas à dire votre avis, à laisser un petit pouce, à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous dis à la prochaine, et je vous laisse en musique. Salut!